Alors vous n'avez pas de chance, que celle-là, je la connais par cœur. C'est ma génération, les années 70, Saint-Étienne, les Verts, avec Rocheteau qu'on appelait l'ange vert. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, de OnePoint, architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation des États, de la compagnie de Phalsbourg, constructeur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau match de Ligue 1. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Valentine. Alors ce soir, en ouverture de la 4e journée, Europe Écologie Les Verts reçoit les partis traditionnels. Oui, et après une carrière internationale, le capitaine des Verts, Jadot, revient enfin à domicile et semble en pleine forme ce soir. Ça annonce un beau match. Et oui, on sait tous qu'il aurait préféré jouer pour Saint-Étienne, mais c'est un autre maillot vert qu'il revêt ce soir. À quelques minutes du coup d'envoi, je vous propose, Valentine, de revenir sur son parcours. Tout à fait, alors vous parliez de carrière internationale et effectivement, il a joué pour le Burkina Faso puis pour le Bangladesh avec une ONG de solidarité internationale. C'est avec l'équipe Solagral qu'il évolue ensuite en tant qu'ailier dans les négociations internationales et l'aide aux pays en développement. Effectivement, Valentine. Puis on se souvient tous de cette saison pendant laquelle ce numéro 10 se targue d'avoir participé à la création du mouvement altermondialiste. Match aller à Seattle contre l'OMC, match retour à Porto Alegre et un rôle de milieu de terrain entre les altermondialistes et Noël Mamère, dont il dirige la campagne. En 2002, il rejoint son équipe de cœur, Greenpeace. La légende dit même qu'il avait leur poster dans sa chambre quand il était jeune. On a donc affaire à un activiste précoce. Alors chez Greenpeace, chère Yasmine, c'est un rôle sur le terrain, tout comme dans les coulisses. On pense à ses actions coup de poing, comme l'altercation avec les tonniers marseillais en 2006. Et hors du terrain, il dirige les campagnes activistes de l'équipe. C'est d'ailleurs là qu'il jouera pour la première fois avec sa coéquipière actuelle, Michèle Rivasi, et qu'il aura son premier carton jaune en 2005. Et oui, rebelle dans l'âme, il recherche l'adrénaline garantie et participe à une opération antinucléaire qui lui vaut une condamnation pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Effectivement, mais c'est aussi ce passage dans l'équipe Greenpeace qui le met sous le feu des projecteurs. Il devient la vedette de son équipe. Traqué par les paparazzis, bête noire des grosses entreprises, il est même mis sur écoute par EDF. Il crée ensuite la surprise pendant le mercato de 2008. Il quitte son équipe de cœur pour Europe Écologie Les Verts. Très bonne entrée de jeu, 16,28% aux élections européennes de 2009. Et c'est notamment, on le sait, ma chère Yasmine, à une passe décisive de son ami et coéquipier Daniel Cohn-Bendit. Il devient alors attaquant au Parlement européen, poste qu'il garde depuis. Il n'hésite pas à transpercer les défenses du libre-échange et du nucléaire dont il craint les effets néfastes. Et pourtant, Yasmine, ceci ne vient pas sans conflit au sein de l'équipe. Tension sur le terrain avec Cécile Duflot, puis Eva Joly, à cause de laquelle il refuse de jouer la saison présidentielle de 2012. Ah oui, ma chère Valentine, cette Coupe de France fut compliquée pour le joueur. Et oui, on se souvient de cette petite phrase de son ancien coéquipier Jean-Vincent Placé. Personne n'est fan de lui, mais personne ne le déteste non plus. Et malheureusement, l'histoire a semblé se répéter en 2017. Alors qu'il passe les qualifications et se prépare à être capitaine de son équipe, il décide de sortir du terrain pour laisser place à Benoît Hamon. Coup dur pour Jadot, qui réussit tout de même à faire entendre sa stratégie, notamment concernant Notre-Dame-des-Landes et la sortie du nucléaire en 2025. Mais cela ne suffit pas à mener l'équipe à la victoire. Cafouillage dans la surface, l'équipe menée par Hamon est en difficulté, seulement 6% de possession de la balle. Alors, en 2019, changement de tactique. Alors que le joueur clamait que faire la passe est le plus beau mouvement du foot, il semble maintenant garder la balle pour lui. Et ma chère Valentine, c'est un choix assumé. Je n'ai pas envie que mes enfants me disent que j'ai préféré sauver les socialistes plutôt que le climat. La stratégie paye puisque c'est la remontada. Victoire surprise pendant l'Europa League, 13,5% aux élections européennes et un ballon d'or pour ce renard des surfaces. C'est l'heure de gloire pour Jadot qui réussit même à dribbler l'équipe des Républicains. Attention cependant, il se fait reprendre par son entraîneur, David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui le met en garde contre la tentation de l'arrogance. Et il n'est pas le seul. Une tribune publiée en juin par Libération appelle l'équipe Europe Écologie Les Verts à résister au péché, je cite, d'orgueil et d'isolement. Même son ancienne coéquipière Michèle Rivasi est d'accord. Carton rouge pour Jadot. En effet, attention à ne pas trop jouer solo.
on le surprend parfois à vouloir faire des passes aux joueurs des équipes de droite et de gauche, ce qui déplaît à ses coéquipiers des Verts. Et autre faille dans sa stratégie, ma chère Yasmine, cet adepte des phrases choc ne couvre pas tout le terrain. En effet, son équipe Europe Écologie Les Verts semble éviter certains schémas tactiques. Laïcité, justice, défense, n'est pas Mbappé qui veut. Ah, ma chère Yasmine, je vous interromps, l'arbitre pénètre sur le terrain, le coup d'envoi va être lancé. Mesdames et messieurs, nous vous laissons à ce match qui annonce le début de la saison des municipales, étape cruciale, on le sait, pour espérer une qualification aux présidentielles. Mais attention encore une fois à ne pas se brûler les ailes. On connaît les capacités de cette équipe qui brille aux européennes, mais qui peine souvent à atteindre la finale présidentielle. Monsieur Jadot, nous espérons avoir fait honneur à votre passion pour le football. Cher public, les mardis vous souhaitent un excellent débat. Monsieur Jadot, bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, vous disposez d'un bref droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de votre personne. C'est assez complet. Ça fait quelques années, effectivement, maintenant que je suis engagé. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir eu le même engagement, en fait. Après mes études, je n'ai pas fait une école de commerce, j'ai fait une fac d'éco, Dauphine, et je suis parti en Afrique, je suis parti au Bangladesh, pas mal dans la solidarité internationale, à Greenpeace, vous l'avez dit, et en fait, je crois que la passion du combat, de l'engagement, c'est un peu comme la passion du football, en fait. Il y a des règles, mais de temps en temps, il faut être aussi capable de filouter. Alors, merci pour cette réponse. On va commencer par la première partie de ce débat qui se concentre sur votre expérience de député européen. Donc, vous conservez ce mandat de député européen depuis 2009, et ce, non sans raison, si on considère votre combat, puisque l'écologie fait partie des compétences principales de l'Europe. Cependant, dans un contexte eurosceptique croissant, on peut parfois se demander si c'est vraiment le meilleur endroit pour mettre en place une politique écologique commune quand on considère toutes les disparités entre États. Je peux donner l'exemple de la gestion des déchets. Tous les efforts de l'Europe ont mené l'Union européenne à une moyenne de 25% de déchets non recyclés. Pour la moitié des États membres, on est encore à plus de 40%. Du coup, est-ce que ce n'est pas pour vous quand même un grand désavantage et un grand problème de l'Union européenne pour mettre en place une politique écologique ? Alors, quand on s'intéresse à l'environnement, à l'écologie, on le voit ces jours-ci avec l'Australie, ce sont des défis globaux. On peut toujours s'interroger sur l'échelle à laquelle on doit traiter ces défis. Évidemment, on le traite à l'échelle individuelle. On doit changer de comportement, en tout cas essayer quand on a la possibilité, les moyens. Ça se traite au niveau d'une commune, ça se traite au niveau d'une région, d'un État. Mais l'une des forces de l'Union européenne aujourd'hui, c'est justement d'avoir fait de l'environnement, très souvent, une politique, une compétence européenne. Imaginez qu'on puisse traiter du dérèglement climatique soit derrière nos frontières, ou des déchets, ou des pollutions, ou de la question de l'agriculture, de la question des pesticides, derrière des frontières, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens, ça ne veut pas dire que les États sont incompétents, ça veut dire que les États n'ont pas à jouer un rôle, mais pour donner une impulsion, pour donner des moyens et pour être efficace à l'échelle internationale, il nous faut l'Europe. Et il nous faut d'autant plus l'Europe aujourd'hui, j'allais dire presque dans les années antérieures. Pourquoi ? L'emballement climatique s'accélère, l'anéantissement du vivant lui aussi s'accélère. Sur une génération, on est autour de 30 à 70% des espèces qui ont disparu. Et on a aujourd'hui, alors que pendant des années on a cru fonctionner, qu'on pouvait fonctionner dans le cadre d'une coopération internationale, du multilatéralisme, on voit aujourd'hui avec Trump, mais pas simplement Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec Scott Morrison, le Premier ministre australien, avec Poutine, avec d'autres, que cette capacité aujourd'hui à construire une coopération internationale à l'échelle
à la hauteur du défi du climat ou de la biodiversité, aujourd'hui, c'est en difficulté. Et donc, on a besoin de l'Europe à la fois pour être capable, au sein de l'Union européenne, de peser, d'investir sur les énergies renouvelables, d'investir sur l'isolation des logements, d'avoir le modèle agricole qui nous permet à la fois d'avoir des revenus décents pour nos producteurs, notamment à travers la politique agricole commune, de sortir des pesticides, de protéger la biodiversité, d'installer des jeunes sur les terres. On a besoin de cette force de frappe de l'Europe, à la fois pour être efficace au sein de l'Union européenne, mais de plus en plus aujourd'hui pour être capable de peser dans les affaires du monde. Quand tout le monde, dans les années 90, l'âge d'or des Nations Unies, au fond, il y avait ce sentiment que, évidemment, il fallait l'Europe, mais que tous les pays allaient avancer progressivement sur ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe, pas simplement pour négocier à l'échelle internationale, puisqu'on négocie plus grand-chose à l'échelle internationale, mais pour donner l'exemple. S'il y a une raison d'être aujourd'hui de l'Union européenne, c'est à la fois d'être cet espace qui a un projet partagé, nous réconcilier avec notre avenir. Le chaos climatique, l'anéantissement du vivant, si on ne les traite pas, il n'y aura pas d'avenir, ou cet avenir sera tellement instable, insécurisé, déstabilisé, que ce sera un avenir qui ne sera pas bienveillant. Donc lutter contre le dérèglement climatique, l'anéantissement du vivant, c'est s'offrir un avenir bienveillant. Mais on a besoin de l'Europe aussi, on a besoin de ces politiques-là pour offrir une perspective à notre jeunesse, pour vous offrir une perspective, pour créer de l'emploi, pour défendre les droits. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Russie, en Irak, en Iran et aux États-Unis et en Amérique latine. Toute la question des droits, elle est menacée partout. On croyait que ça allait être linéaire, la question de la démocratie et des droits, ça n'est pas linéaire. On a besoin de l'Europe et combattre pour ces droits au sein de l'Europe et de porter ce modèle-là dans l'échelle multilatérale, dans l'échelle internationale. Et donc, bien sûr, il y a des insuffisances. Bien sûr qu'on est dans un combat tous les jours au Parlement européen, dans les institutions européennes, parce que le monde est en train de basculer. Parce que tout le monde sait qu'il faut sortir des énergies fossiles, et vous avez des groupes extrêmement puissants qui continuent à gagner des milliers de milliards de dollars par an liés au pétrole. Il faut sortir des pesticides, mais vous avez des groupes extrêmement puissants. Donc, on est dans ce moment de la bascule, et on a besoin de l'Union européenne pour peser face à ces lobbies, pour peser face à Trump, à Bolsonaro, mais surtout pour nous offrir une perspective, pour nous offrir des politiques, pour nous offrir de l'innovation, de l'investissement, des entreprises, des industries qui, justement, seront au cœur de cette transition écologique. Donc on l'a bien compris, à problème global, solution globale. Quand même, on est forcément amené à s'interroger, comme on a déjà commencé à le faire, sur les problématiques de mise en œuvre de ces solutions globales, que ce soit à l'échelle de l'exécution des politiques européennes ou à l'échelle de la législation. Je le rappelle, la législation européenne nécessite une majorité qualifiée au niveau du Conseil européen. C'est-à-dire plus de la moitié des États qui votent pour la directive et des États qui représentent plus de 62% de la population de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que, malgré la représentativité que ça garantit, ça ne limite pas l'efficacité de l'Union européenne d'une manière qui est assez grave, étant donné l'urgence de la situation, des problèmes qu'on rencontre, notamment en matière d'écologie ? Est-ce que l'Union européenne fonctionne bien ? Non. Est-ce que notre pays fonctionne bien aujourd'hui ? Non. On a des faiblesses démocratiques. La démocratie européenne est une démocratie qui n'est pas complète, qui n'est pas satisfaisante, mais c'est quand même une démocratie absolument unique dans le monde. C'est une démocratie qui s'est construite par consentement mutuel. On accepte tous d'être dans l'Union européenne sans être menacés par une armée si on doit en sortir. Nous avons tous accepté depuis, après la Seconde Guerre mondiale, de se dire nous allons mettre en commun des moyens. On a commencé par le charbon et l'acier. Et puis on s'est dit il y a des outils économiques qui vont faire la politique. Après la Seconde Guerre mondiale, je reprends cet exemple-là parce qu'on viendra sur la transition énergétique. Mettre en commun le charbon,
au fond, c'était mettre la France et l'Allemagne autour de la table pour partager des ressources. Parler de l'acier, c'était reconstruire notre industrie après la Seconde Guerre mondiale. Et l'Europe est devenue un espace où on définit en commun la norme, la règle commune. Alors, il y a eu un problème, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que mettre en place des outils économiques, le marché unique, même la monnaie unique, c'était le levier de la politique. Quand on met en place le marché unique, au fond, c'est se dire on va avoir une telle intégration de nos économies que mettre ensemble la suppression de la peine de mort, mettre ensemble la démocratie, mettre ensemble l'égalité des droits, petit à petit faire de la convergence sociale, ça allait être évident. Et puis petit à petit, malheureusement, quand on a fait l'euro, par exemple, je prends un exemple, on peut dire ouais, l'euro c'est la monnaie. Mais quand vous voyez les sacrifices qu'ont fait les Grecs pour garder leur monnaie, ça n'est pas qu'une monnaie. C'est l'idée d'appartenance à l'Europe. Et puis quand on a fait l'euro, c'était la réunification de l'Allemagne. C'était ancrer l'Allemagne dans l'Europe alors qu'elle avait une perspective de réunification. Là où on a un problème qui pose la démocratie, c'est que l'Europe est devenue un marché pour être un marché. Elle a perdu le sens de son propre projet. Elle s'est inscrite et même a accéléré une mondialisation libérale qui bouscule tout le monde aujourd'hui, et nos économies, et nos repères sociaux, et nos droits, et notre capacité à développer des politiques publiques. Et aujourd'hui, malgré cette imperfection extraordinaire de l'Europe, ça reste pour moi un espace de conquête. Vous savez, on perd souvent, nous les écologistes, au Parlement européen. Mais on perd parce qu'on n'a pas obtenu la majorité. C'est des majorités politiques qui décident au Parlement européen. Ça n'est pas la Commission européenne qui décide. Bien sûr, la Commission européenne a du pouvoir, mais elle a le pouvoir qu'on lui donne. Il y a d'un côté les États, qui est le premier co-législateur, les États européens sont élus, les gouvernements sont élus, et de l'autre côté, le Parlement européen qui est élu. Et quand ils se mettent ensemble, eh ben, parfois ils font des choses dans l'histoire extraordinaires, et puis parfois, ils font des choses qui sont médiocres. Et aujourd'hui, trop souvent, il y a la peur. Il y a la peur, on le voit, on n'est plus capable, au fond, de s'offusquer de ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, sur le droit des femmes, ou la Pologne sur le charbon. On n'est pas capable aujourd'hui d'accueillir ensemble des migrants. Mais si on retrouve la perspective d'un projet, si on retrouve l'envie de faire ensemble, mais il faut trouver l'objet, le pourquoi. Pourquoi on va faire ensemble? Pour simplement qu'on soit plus compétitif? Pour respecter 3% de déficit? Pour juste sauver un peu notre gueule par rapport aux autres? Non, on doit réussir ensemble. Mais... Pour cette perspective, justement, de s'offrir un avenir bienveillant. Et c'est quoi l'avenir bienveillant? C'est le climat, la biodiversité, la solidarité, la démocratie. Mais là, vous parlez de mettre en commun, donc que l'Europe a servi à mettre en commun des normes. Mais lorsque vous vous prononcez sur le papier en faveur de l'élargissement de l'Union européenne, notamment pour des pays de l'Est, et vous aviez cité potentiellement la Serbie, au même titre que, comme vous aviez dit, qu'on a accepté la Croatie, au vu des disparités économiques majeures qui ont entretenu aussi une délocalisation et une désindustrialisation de la France donc depuis 2004, on peut rappeler par exemple que la part de l'industrie dans le PIB en France est passée de 16 à 12%, alors que la part de l'industrie dans les pays de l'Est est à plus de 50%, notamment dû au coût de l'heure de travail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ainsi prendre le risque de limiter encore davantage l'efficacité des politiques écologiques européennes que de prôner un élargissement de l'Union européenne à des pays qui n'ont pas les mêmes normes et qui jouent sur ce moins-disant social et sur ce moins-disant environnemental? C'est une bonne question, vous avez raison. Cette question de l'élargissement, elle est encore, au fond, dans le débat européen. On le voit aujourd'hui, il y a une négociation financière en Europe pour le prochain cadre pluriannuel européen. Et on voit, notamment sur les fonds européens, une grande division entre l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe. Toute la question, c'est quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre derrière un projet politique. Quand l'Europe de l'Est s'est libérée du joug du communisme,
souvent, ils ont milité, ils se sont battus, ils ont combattu, ils ont risqué leur vie pour un idéal qui était l'idéal de démocratie européenne. C'était d'appartenir de nouveau à la famille européenne. Ça n'a pas été facile, mais pour ma part, je trouve qu'il aurait été compliqué de dire à la Pologne, au fond, vous ne faites pas partie de la communauté européenne. Mais attention, quand il s'est agi que de nombreux pays d'Europe de l'Est orientale nous rejoignent, Jacques Delors avait dit très clairement, si on doit intégrer autant de pays, on avait déjà intégré des pays, petit à petit, et puis il y a eu pas mal de transferts, de solidarité, de fonds qui ont permis un rattrapage de développement. Mais là, ça faisait un gros paquet. Il a dit, on n'y arrivera pas si on ne passe pas le budget européen à 5% du PIB européen. Il faut se donner les moyens de cette intégration pour que ce soit justement une intégration réussie et que ça ne se transforme pas en dumping social. Alors, sur la question de la Serbie, par exemple, aujourd'hui, il y a un processus de négociation qui est engagé. Le sujet, il n'y a pas de gros sujet autour de la Serbie en termes de délocalisation, en termes de concurrence déloyale, que ce soit la même si on parle de la Macédoine. Le sujet, c'est quel est le projet politique qu'on forme? Est-ce que les pays de l'ex-Yougoslavie ont vocation à être dans l'espace politique européen? Moi, je crois que oui. Après, attention, ils n'entrent pas sans respecter l'acquis communautaire. Les pays ne rentrent pas comme ça. Ils doivent avoir tout un processus qui est un processus de mise aux normes de ces pays pour qu'ils rentrent. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que si on n'a pas aujourd'hui, et avec Daniel Cohen, Laurence Tubiana, Guillaume Duval et Dominique Méda, on a proposé il y a quelques semaines, parce que le débat s'ouvre au niveau européen, sur le Green Deal, cette idée d'un investissement autour de la transition écologique notamment. Nous, ce que nous disons, c'est justement pour sortir des divisions européennes, pour redonner de l'emploi, pour redonner de l'économie, de mettre de l'huile dans les rouages économiques de l'Europe. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait 1% de PIB européen en investissement public. On est dans une situation que Daniel Cohen qualifie de pathologique. On emprunte à 30 ans à zéro ou à taux négatif. Si vous investissez sur le logement, sur les énergies renouvelables, même sur l'enseignement et la santé, ce sont des investissements rentables. Aujourd'hui, on est dans un système totalement dingue où investir nous permet de nous enrichir et les États restent prisonniers des 3%. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous arrivons à faire ça, nous créons des millions d'emplois en Europe. Nous transformons la vie de nos concitoyens. Et à partir du moment où on investit, mais plus personne n'a envie de bouger. La réalité, c'est que quand vous sous-investissez, quand votre économie elle est atone, et bien à un moment donné, la concurrence sociale entre les pays se transforme en délocalisation ou se transforme en mouvement de population. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est le pire de l'Europe, ça. Donc, en parlant donc, de cette Europe avec ces disparités dont vous avez parlé, au-delà de l'écologie seule et au vu des futures migrations aussi climatiques, vous avez évoqué donc, les migrations tout à l'heure, le débat sur l'immigration en Europe, c'est aussi un des sujets d'actualité. Lorsque 61% des Français jugent la politique migratoire en France trop laxiste, d'après un sondage ELAB-BFM d'octobre 2019, ou lorsqu'en décembre 2018, 64% des Français sont défavorables à l'accueil de plus d'immigrés, est-ce que, lorsque vous vous exprimez votre surprise au fait que la France ne peut pas accueillir 30 000 ou 50 000 immigrés supplémentaires, est-ce que vous souhaitez... en souhaitant une politique migratoire plus humaniste, vous dites souvent, est-ce que vous ne pensez pas être en contradiction avec la majorité de la population française et le sentiment que possèdent ces Français? Est-ce que vous ne possédez pas dès lors une vision hors sol de l'immigration européenne dans un certain décalage avec la vision des Français? Alors, en démocratie, quand vous faites de la politique, c'est pas forcément vous aligner sur la majorité.
Vous vous battez pour des valeurs, vous vous battez pour des convictions, et vous vous battez pour un débat public digne des enjeux et digne, si on parle des migrants, des personnes qui sont en question. Moi, j'ai entendu encore ces derniers mois un gouvernement, et ça a été le même cas malheureusement pendant la crise d'accueil des réfugiés en les 4 dernières années, enfin il y a 4 ans, il y a 3 ans. J'ai entendu des ministres nous dire qu'il fallait s'armer contre la menace. Quand vous regardez tous les chiffres aujourd'hui en France et dans la plupart des pays européens, on est sur des taux d'immigration économique autour de 30 000 personnes par an. Nous sommes un pays de 66 millions d'habitants. Ce que je veux dire, c'est que nous avons sur ces sujets-là un devoir de vérité, de dire quelle est la vérité des flux aujourd'hui. Nous avons un devoir de légalité et d'humanité. Nous avons des conventions internationales que nous avons signées et qui nous obligent, par exemple, à accueillir les demandeurs de droit d'asile. La façon dont l'Europe s'est organisée, d'ailleurs, il y a toujours une question sur quand l'Europe prend une mauvaise décision sur une politique commerciale, on peut critiquer l'Europe parce que la politique commerciale est une politique européenne, c'est une compétence européenne. Au fond, sur les migrations, comme sur ces questions-là, ce sont d'abord des politiques nationales et il y a très peu de politiques européennes migratoires. Et finalement, on se retrouve à laisser des migrants s'entasser en Grèce, en Italie, en Espagne ou ailleurs, dans des conditions absolument abominables, sans solidarité. Mais la question n'est pas... Non, mais je vais répondre à votre question. Ce que je veux dire, c'est que on fait quoi à ce moment-là? Soit on dit, ce problème-là n'existe pas. Il y en a qui le font. Ce problème-là n'existe pas, donc on le renvoie ailleurs. C'est ce que fait l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne donne des milliards d'euros à la Turquie pour gérer des réfugiés qui voulaient venir en Europe, mais nous payons la Turquie pour gérer ces réfugiés. Quel est le coût de ça? C'est que nous ne disons plus rien face à Erdogan. Erdogan est en train de transformer son pays en dictature. Erdogan intervient dans la région, vous l'avez vu quand il a lancé son armée sur les Kurdes, personne ne dit plus rien. Quand vous vous mettez entre les mains de dictateurs, parce que vous n'arrivez pas... Je ne dis pas que c'est simple, hein. Attention, je ne dis pas que c'est simple. Non, mais j'essaie juste de rebondir sur lorsque vous êtes contre, enfin vous avez donné vos positions contre le règlement de Dublin 3, ouais. Donc qui explique, enfin qui est la mise en place d'une agence, enfin vous êtes pour la mise en place d'une agence indépendante des demandeurs d'asile. Ouais. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction avec le sentiment des populations de revenir sur la souveraineté nationale lorsqu'une agence indépendante européenne va décider seule, sans accord avec les pays, de savoir où, quels seront les flux de migrants accueillis par tel ou tel pays? Non, enfin, si vous voulez, il n'y a pas de décision européenne qui n'ait pas été validée par l'ensemble des États. C'est trop facile, trop souvent, les États disent cette décision-là, j'en veux pas. Si la décision existe, c'est généralement qu'ils ont contribué à l'adopter. Après, vous me parlez de Dublin. Donc Dublin, c'est le fait qu'un demandeur d'asile, s'il pose son premier pied en Grèce, il est géré par la Grèce et il ne pourra pas aller dans d'autres pays. Ce truc est totalement dingue. Ce truc pouvait fonctionner tant qu'on n'avait pas des crises avec des flux de migrants qui dépassaient tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais aujourd'hui, quand vous avez 750 000 migrants qui arrivent en Italie, 750 000, qu'est-ce que fait la France? Est-ce qu'elle dit, avec les autres pays européens, ces 150 000, comment on se les répartit? C'est pas simple, mais comment on se les répartit pour qu'ensemble, on gère ce problème, ou on le laisse à l'Italie? Qu'est-ce qu'on a fait? On a rétabli la frontière à Vintimille. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, Salvini est arrivé au pouvoir. Un apprenti dictateur, il est élu, hein. Mais ce type est un fasciste. Il est arrivé au pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ne pas gérer avec responsabilité les défis qu'on a devant nous, c'est créer les conditions de tous les populismes. Pourquoi Salvini a gagné en Italie? Pour 2 raisons. 1, il y a eu la crise, l'Europe a dit on fait de l'austérité. On n'a pas investi pour créer de l'emploi, on a fait de l'austérité. Deuxièmement, vous avez des réfugiés, vous vous démerdez avec. Eh bien, c'est Salvini qui a été élu. Est-ce qu'on veut ça partout? Ou est-ce qu'on raconte une histoire d'émigration? Vous savez, le débat, il se construit aussi par l'image. Quand vous organisez des images comme ce qui se passe porte de la Chapelle, vous organisez la trouille du pays. Vous organisez la trouille du pays. Dans d'autres pays, eh ben, on accueille les réfugiés dans le respect de leur dignité. On ne crée pas des images de peur. En revanche, quand une partie de ces réfugiés vont dans des villages, sont accueillis, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Et dans bien des cas, cette immigration est une immense chance pour notre pays. Ce sont des gens qui ont une énergie extraordinaire. Ce sont des gens qui créent leur activité économique, qui créent de l'emploi, qui créent de la dynamique dans la société. Mais là, vous expliquez bien que l'immigration peut être une chance économique. Peut-être une chance économique pour les pays, mais est-ce que le regain des populistes, que ce soit dans l'Europe de l'Est ou alors en Italie, ne traduit pas ce sentiment des peuples de se retrouver menacés plutôt culturellement qu'économiquement? Parce qu'il y a cette question, évidemment, du maintien de la culture et de l'identité européenne, au-delà des questions seulement économiques. Alors, je vous invite à lire le très bon bouquin, je l'ai déjà cité, de Daniel Cohen avec ses 3 collègues sur la montée des populismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il explique à quel point c'est l'insécurité économique qui crée la défiance. Une telle précarité, ça crée la défiance. Et finalement, quand vous êtes défiant vis-à-vis de l'autre, évidemment, vous avez tendance à le rejeter. Quand on vous explique matin, midi et soir que vous devez être compétitif par rapport aux voisins, par rapport à la ville d'à côté, par rapport au pays d'à côté ou par rapport au pays d'Asie ou d'ailleurs, il y a un moment donné, l'autre, la mondialisation, la différence, c'est une angoisse, c'est anxiogène. Et donc, vous participez à la montée des populismes. Il peut y avoir aussi, j'en conviens parfaitement, une forme de précarité culturelle. Cette idée que ce monde, et particulièrement en ce moment, au fond, il fout la trouille. Il fout la trouille à la fois par, je l'ai dit, un modèle économique qui est quand même un modèle dur, qui est quand même un modèle très très dur, et au fond, aujourd'hui, politiquement, ce modèle très très dur, il est accompagné par qui? Par quoi? Par des grands groupes, des multinationales, qui essayent évidemment toujours de peser toujours plus fort que les États. On pourrait parler des GAFA, on pourrait en parler d'autres. Et puis vous avez tous les dingos qui sont installés. Et je dis ça avec angoisse. Quand les gens regardent la télé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient au fond la déstabilisation, l'incertitude, l'instabilité partout. L'instabilité des chocs climatiques, l'instabilité du terrorisme, l'instabilité des décisions politiques. On pensait ce monde à peu près stabilisé, il n'est pas stable. Il est en train de se déstabiliser. Et il y a un truc auquel vous devez réfléchir, vous êtes les secs. C'est que pendant 40 ans, on nous a expliqué que le libéralisme économique était évidemment structurellement porteur du libéralisme politique. C'est ça, l'idée du libéralisme. Le libéralisme politique, échanger des biens, c'est un moment échanger des valeurs, c'est échanger des droits. Et donc c'est la démocratie. Là ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le libéralisme ou l'ultralibéralisme, ce capitalisme financier, est allé tellement loin. Il marchandise chaque coin de la planète.
ils marchandisent chaque parcelle de notre vie privée. Et bien en faisant ça, ils ne créent plus de la démocratie, ils créent de l'angoisse. Il crée de la méfiance, de la défiance, de la peur et de la haine. Et au fond, il y a une forme de libéralisme aujourd'hui qui est le premier ferment des populismes. Et donc, il va falloir... C'est pour ça, quand je me bats pour un Green Deal européen, c'est pour que, justement, on se donne la perspective d'un projet de civilisation. Le libéralisme, ce n'est pas un projet de civilisation. Le populisme, c'est un projet de civilisation. Mais le pire, les religions ne sont pas des projets de civilisation pour tout le monde. Ce sont les projets de civilisation pour ceux qui croient à cette religion-là. Il nous faut démocratiquement un projet de civilisation, encore une fois, qui nous permette de sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de l'avenir. La crise de l'avenir, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est. Vous regardez toutes les enquêtes d'opinion. Il y a une trouille absolue pour les enfants, pendant des décennies. Vous savez, l'extrême droite, les populismes, au fond, leur cœur du discours, c'est de dire il y a eu un âge d'or, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant? Les conditions sociales n'étaient pas meilleures, c'est pas vrai. Les conditions de santé n'étaient pas meilleures, c'est pas vrai. Mais il y avait cette idée que même si on se fait mal, même si c'est dur, même si on se serre la ceinture, nos enfants vivront mieux. Et aujourd'hui, cette perspective de progrès a disparu. Eh bien, à nous de la retrouver, et je ne vois pas d'autre projet que l'écologie pour nous redonner du sens et de la civilisation. Alors, merci pour ces réponses donc sur la question très européenne. Courtes, des réponses très courtes à chaque fois. Des réponses sur l'Europe. Donc maintenant, on va passer à la partie 2, qui concerne donc les rapports plutôt qui peuvent être contradictoires entre l'écologie et la science. Alors, parmi les messages au fondement scientifique très discutables que l'on peut entendre, les mouvements collapsologiques font l'actualité. Lorsque des collapsologues disant se fonder sur des données scientifiques avancent des prévisions quelquefois incongrues et infirmées par la science, ne pensez-vous pas que cela dévoie le message initial nécessaire que porte l'écologie? On peut citer un exemple, Fred Vargas, auteur collapsologue, alerte sur une hausse de 10 degrés d'ici la fin du siècle, alors que le GIEC la limite à 4,8 degrés maximum. Ne pensez-vous pas alors que le message et l'alerte scientifique portés par l'écologie peuvent se heurter au catastrophisme antiscientifique de ces mouvances radicales où l'émotion prime souvent sur la raison? Je ne suis pas loin d'être d'accord, en vrai. On a ce débat, y compris au sein de notre formation politique, sur cette question de l'effondrement, qui se traduit de plein de façons. Il y a ce dont vous avez parlé, l'idée que de toute façon tout est foutu, et on met la barre un peu au-dessus de ce que dit la science. En même temps, à chaque fois que la science sort un rapport, c'est toujours pire que le précédent. Donc d'ici la fin du siècle, si en réalité on ne modifie aucun de nos comportements, regardez toutes les dernières analyses sur le permafrost, sur ce qui se passe en Arctique, vous avez des phénomènes d'emballement, on ne sait pas comment ça peut finir. Bon. Mais la question c'est, que j'entends de votre question, c'est finalement quel est le discours de mobilisation? Comment on mobilise les citoyens? Comment on les informe? Et potentiellement, comment on les mobilise? Je disais, il y a ce type de discours sur l'effondrement. Il y en a un autre qui relève, au fond, philosophiquement, de la même logique. C'est soit des anciens qui nous disent arrêtez de faire des enfants, bon, soit des jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants. Vous le savez, vous en avez sûrement autour de vous. Moi, j'en rencontre de plus en plus des jeunes qui se disent « mais moi, je n'ai pas envie de faire d'enfants dans ce monde-là ». Et c'est une forme d'effondrement. L'idée qu'il n'y a pas un chemin bienveillant, joyeux, possible pour l'humanité, c'est quand même la pire des visions collapsologues, au fond, si on la traite philosophiquement. Moi, je ne suis pas là-dessus. Oui, il y a un scénario noir. Attention, ça, il ne faut pas l'évacuer. Je le disais en introduction, vous regardez le vivant, même en Europe,
même en Europe. C'est 30, 40, 50, 60%, selon les espèces, 70% d'anéantissement d'espèces en l'espace d'une génération. On n'a jamais fait ça. Ou alors c'était les dinosaures. Mais il a fallu un gros caillou qui tombe sur la tête. Hein. Donc on a ce scénario noir. Moi, tout mon discours politique, c'est de dire, si on s'y met, on gagne. C'est de dire qu'aujourd'hui, on a dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos écoles de commerce, dans nos centres de formation, dans nos lycées professionnels, d'incroyables talents. D'incroyables talents. On a des entreprises qui ont une capacité à bouger, à innover, à faire de la recherche, à changer leur mode de production extraordinaire. On a une société qui est prête. Après, on a trois choix, si vous me permettez. Face à cette crise, on peut être dans l'effondrement, tout va s'effondrer, tout est noir. Au fond, demain j'achète un 4x4, au moins je m'amuserai à fond, je vais bouffer du thon rouge si c'est le dernier, et puis si je peux avoir une défense d'éléphant dans ma cuisine, ça sera encore mieux, comme ça j'en aurai bien profité avant que tout s'effondre. Bon. La deuxième solution, c'est ce que font Trump et tous les autres, c'est le déni. Cette réalité-là n'existe pas. Le dérèglement climatique, l'anéantissement du vivant, ça n'existe pas. Pourquoi ils disent que ça n'existe pas ? À la fois parce qu'ils sont financés par les lobbies du pétrole, du charbon, évidemment, ils n'ont pas envie d'entendre qu'il faut en sortir. Mais plus structurellement, plus politiquement, s'ils sont dans le déni, parce que quand on dit il y a le dérèglement climatique, il faut faire communauté humaine. Et quand votre principe politique, c'est nous contre eux, ou eux contre nous, vous ne faites pas communauté humaine. Vous forgez des ennemis, vous ne bâtissez pas des alliés. La troisième option, c'est celle qui est la plus largement répandue. Ces défis écologiques sont des contraintes. Ce sont des contraintes, donc il faut le faire. On fait des slogans, on essaye de se fixer des objectifs à 2040, mais on n'a pas trop envie. On se dit qu'un peu de technologie, un peu de croissance, ça va résoudre les problèmes, que finalement le statu quo est une option. On peut encore traîner quelques années avant de vraiment lutter contre le dérèglement climatique ou l'anéantissement du vivant. Et ça produit de l'inefficacité partout. Ça produit toutes les stratégies d'évitement. Individuellement, on se dit pourquoi je vais m'emmerder à faire ça si le voisin ne le fait pas, machin. L'entreprise se dit ouais, je vais faire un peu de Dieselgate, je vais tricher un peu sur les pollutions, c'est pas grave, les gamins ils vont en respirer, mais finalement on trouvera bien des médicaments à une époque. Moi j'entends maintenant des responsables du principal syndicat agricole de notre pays nous dire les pesticides c'est pas un problème, on est en train de trouver les solutions au cancer. Voilà, ça s'appelle les stratégies d'évitement, mais ça marche pas. On perd du temps. On est en retard de plus en plus. Et pourtant, la société est prête, notamment les jeunes. Et bien moi, la stratégie que je propose, ce n'est pas une stratégie d'effondrement. C'est la stratégie de la mobilisation. C'est la stratégie de se dire, au fond, est-ce que notre société va si bien qu'il faut la tenir un peu plus longtemps telle qu'elle est ? Eh bien non. Profitons de ce défi du dérèglement climatique, profitons de ce défi de la solidarité, profitons de ce défi du vivant pour transformer notre société en mieux. Et franchement, quand on voit encore une fois, vous savez, Lester Brown, c'est un économiste américain, et il a un mot, il appelle ça le moment Pearl Harbor. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait, jusqu'à Pearl Harbor, jusqu'à l'attaque japonaise de Pearl Harbor, la société américaine, elle ne sait pas trop si elle va faire la guerre, elle ne va pas faire la guerre, elle débat, machin, mais au fond, il s'y prépare moyennement. Et puis il y a Pearl Harbor. Et d'un seul coup, il y a l'ensemble de la mobilisation de l'économie américaine. En 16 mois, le département américain de la Défense produit les termes de référence de la Jeep, et en 16 mois, elle est produite en masse. La Jeep, le symbole, au fond, du débarquement. L'économie américaine ne produit plus une bagnole privée.
Et pourtant, le Congrès contrôle le gouvernement. Les salariés renforcent leurs droits. Alors je ne dis pas qu'il faut une guerre, bien sûr, c'est tout ce que je ne veux pas. Mais j'aimerais qu'on trouve collectivement dans nos sociétés ce qui à un moment nous donne une énergie extraordinaire pour transformer, pour mobiliser nos ressources, chercheurs, entreprises, associations, citoyens, acteurs publics, acteurs politiques, pour qu'on se dise qu'est-ce qui, au fond, nous empêche de transformer notre économie pour qu'on sorte du carbone, pour qu'on protège le vivant et qu'on ait un peu plus de solidarité. Donc on l'a bien compris, le rapport à la science et l'écologie, c'est déjà la question de savoir si on a un avenir ou si on n'a pas un avenir. Cependant, il y a d'autres manières de l'analyser, à savoir de se poser la question de si on a un avenir, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on constate que cette problématique anti-science se retrouve aussi sur de nombreux sujets, de nombreuses thématiques écologiques, y compris au sein d'écologistes institutionnels comme Europe Écologie Les Verts. Donc on pense, et oui, on pense notamment à la polémique autour de Michèle Rivasi, votre ancienne collaboratrice chez Greenpeace. Oh là là, non, c'était ma directrice. Votre ancienne collègue chez Greenpeace et collaboratrice sur la liste Europe Écologie Les Verts. Non, attendez, elle est seconde sur la liste. Si vous faites, vous savez, une liste aux élections, il peut y avoir un ordonnancement, mais les deux sont candidates et candidats à la même fonction. Il n'y a pas de collaboratrice. Hein. Donc, Michèle Rivasi, avec qui vous travaillez. Non, mais le vocabulaire, c'est important, vous avez raison. Donc, Michèle Rivasi, qui néanmoins a quand même eu des prises de position sur lesquelles elle a été particulièrement dénoncée, notamment sur la question de la vaccination. Puisque on lui connaît des liens, elle a essayé d'organiser une conférence avec Andrew Wakefield, qui est un scientifique qui est très controversé, voire rejeté par la communauté scientifique pour le lien qu'il essaye d'établir entre autisme et le vaccin contre la rougeole. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement tolérer ces propos au sein du parti et au sein de membres donc aussi importants que vous ou un secrétaire général au sein d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que ça ne serait pas une manière de jouer le jeu des écolo-sceptiques, de décrédibiliser le message initial de l'écologie qui est un message scientifique et finalement de vous bloquer toute possibilité d'action ? Alors sur cette polémique, parce que on a eu l'occasion régulièrement de s'en expliquer et Michèle Rivasi s'en est expliqué. Cette conférence, c'était une connerie. Elle l'a dit. Elle a invité Wakefield. D'ailleurs, ce n'était pas sur ce sujet-là qu'elle l'a invité. Hein. Il était invité comme expert américain sur le fonctionnement de l'agence de sécurité sanitaire américaine. Enfin, le nom de la conférence, c'était quand même vaccin, leur sûreté en question. Oui, mais c'est la question des processus de validation. Mais, je répète, moi je suis pro-vaccin, et donc cette conférence était une connerie. Quel est le combat de Michèle Rivasi ? Le combat de Michèle Rivasi depuis longtemps, ça a d'abord été le combat pour faire reconnaître le nuage de Tchernobyl. C'est comme ça qu'elle a monté son association, la CRIRAD. Et puis, c'est depuis de faire la transparence sur la question notamment des pesticides ou des médicaments. La question, c'est une question extrêmement grave, parce que la défiance envers les vaccins a beaucoup progressé dans notre pays et au-delà de notre pays. Et c'est grave parce qu'on a pu voir de nouvelles épidémies apparaître, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et donc, on a une responsabilité collective, évidemment, à faire en sorte que les enfants et les autres, quand c'est nécessaire, soient vaccinés. Son combat, c'est pas, y compris parce qu'elle travaille beaucoup en Afrique, ça n'est certainement pas d'empêcher la vaccination. Elle participe à plein de programmes en faveur de la vaccination. En revanche, là où on a un travail à mener, notamment sur la question des pesticides, c'est sur la transparence des évaluations. Le dernier combat qu'a gagné Michèle Rivasi au Parlement européen, devant la Cour européenne de justice, c'est que les firmes de pesticides
soient obligés de rendre publiques leurs évaluations. Il faut comprendre comment on autorise, c'est intéressant du point de vue de la fabrication de la décision publique, comment on autorise un pesticide, une molécule, dans notre pays, ou en Europe. Vous avez Monsanto qui dit « Tiens, j'ai un nouveau OGM ou j'ai une nouvelle molécule, je veux la faire valider par l'Union européenne. » Monsanto va choisir le pays, l'agence publique de sécurité des sanitaires de son choix. Comme par hasard, Monsanto, future entreprise liée à Bayer, choisit l'Allemagne. En Allemagne, ils font un rapport et des morceaux de rapport qu'on obtenait, on voyait que l'agence allemande de sécurité sanitaire avait recopié des pages entières de l'évaluation de Monsanto. Il faut savoir qu'une partie de la recherche publique est à genoux en Europe, qu'il n'y a pas de contre-expertise publique sur, par exemple, un pesticide. Mais elle s'en est pas cachée dans sa méthodologie. Pardon ? Elle s'en est pas cachée dans sa méthodologie. Qui ? L'agence allemande. Elle a bien expliqué ce qu'elle cherchait à faire, comment elle rassemblait les études et comment parfois, en note de bas de page de ces extraits effectivement des publications de Monsanto, elle donnait son avis sur le niveau de crédibilité, la méthodologie qui avait été utilisée. Sauf que l'agence allemande de sécurité des aliments, particulièrement, avait décidé de mettre de côté toute une partie des études qui montraient les dangers, les risques de Monsanto, qu'on a eu les Monsanto Papers, donc la diffusion de tous ces courriels internes, de ces dossiers internes à Monsanto, où on voyait des experts internes à Monsanto qui, il y a 20 ans, 30 ans, mettaient en avant les dangers, par exemple du glyphosate, puisque ça a été un dossier très lourd au niveau européen, et que Monsanto a fait taire tous ces experts, que Monsanto a financé des experts pour publier de la fausse science. Et quand on en est là, et que Michel Rivasi, notamment, obtient la transparence complète des études pour que d'autres scientifiques puissent s'emparer des études faites par ceux qui vont vendre, eh ben, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, franchement, le mouvement l'a dit 100 fois. Nous sommes pour les vaccins. Il n'y a pas d'ambiguïté du mouvement sur notre rapport au vaccin, sur notre rapport à la santé. Au contraire, vous l'avez rappelé, l'écologie, c'est la science. L'écologie, c'est la science. Le principe de précaution, ce n'est pas un principe d'inaction, c'est un principe d'action politique. C'est un principe de recherche. C'est un principe de production. Et bien tout ça, ça doit être aujourd'hui au cœur de nos décisions publiques. Et il n'est pas possible que quand on voit toutes les études sur la contamination de nos corps, quand on voit tous les effets en matière de perturbateurs endocriniens, en matière de perturbations hormonales, quand on voit tout ce qui se passe, on ne peut pas laisser seules les multinationales faire les évaluations des molécules qu'ils vendent. Après, on ne peut pas nier qu'il y a une certaine ambiguïté chez certains membres du parti qui risquent de décrédibiliser le propos. Par exemple. Je donne un autre exemple qui est celui des OGM, qui, pour l'instant, rassemble quand même un gros consensus scientifique sur, en tout cas, l'innocuité du produit, avec un recul des méta-études sur 30 ans d'analyse. Et face à ça, on a quand même des écologistes, y compris chez Europe Écologie Les Verts, qui préfèrent défendre le bio, le sulfate de cuivre, dont la toxicité pour les sols, les eaux est reconnue. Est-ce que finalement, quand même, là-dedans, on ne peut pas se poser de question d'une sorte d'ambiguïté du discours qui, à la fois, risque de dévoyer les moyens d'action et de complètement perdre le public ? Alors, on va faire le débat sur les OGM. L'avantage, c'est qu'en Europe, on l'a un peu gagné, ce débat sur les OGM. Vous savez, c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez des milliers de procès contre Monsanto, autour justement du maïs Roundup Ready. Parce que ce maïs, notamment, vous savez,
Alors, on ne va pas passer trop de temps sur les OGM, mais vous savez pourquoi Monsanto a inventé les OGM? Il a inventé les OGM parce que le Roundup passait dans le domaine public. Il avait un intérêt majeur à faire en sorte qu'ils vendent les semences et les produits phytosanitaires couplés par contrat à ces semences. C'est ça l'idée des OGM. Vous pouvez prendre toutes les études aujourd'hui qui existent sur les OGM. Vous n'avez pas d'amélioration des rendements. Vous avez aujourd'hui un développement des résistances qui pose des problèmes à tous les agriculteurs américains. Et là où vous avez raison, c'est qu'on manque d'informations. Et pourquoi on manque d'informations? Parce que Monsanto fait condamner devant la justice à des millions de dollars d'indemnités tout agriculteur qui dit comment ça se passe avec les semences et les produits Monsanto. Ils ont un accord de confidentialité, quand ils le rompent, ça leur coûte des millions. Et bien ça, cette agriculture-là, c'est vrai que je la combats. Et quand je vois aujourd'hui, vous savez, on passerait en bio en France. On installe 200 000 paysans. Le modèle agricole des OGM, le modèle agricole de l'intensification, de l'élevage concentrationnaire et tout le drame en matière de souffrance animale. C'est un tiers de nos paysans avec moins de 350 €. C'est des paysans surendettés. C'est des paysans qui se suicident tous les jours ou tous les 2 jours. C'est notre biodiversité qui s'effondre. Regardez les pollinisateurs, regardez les oiseaux, regardez les insectes, regardez tout ce qui est censé vivre dans nos champs, ces populations-là s'effondrent. C'est notre alimentation qui devient parfois de la malbouffe alors qu'on est le pays de la gastronomie. Eh bien le bio, pardonnez-moi, le bio c'est de la bonne bouffe. Le bio, ça respecte l'environnement. Le bio, c'est des paysans dans toutes nos campagnes. Le bio, c'est des paysans qui sont fiers de ce qu'ils produisent. Et c'est des paysans qui vivent mieux que les autres. Aujourd'hui, un paysan bio, il vit mieux qu'un paysan coincé dans l'agriculture conventionnelle industrielle. Eh bien, moi, je préfère de 10 fois ce modèle-là. Et en plus, ça tombe bien, on a 60 milliards d'euros d'argent de la PAC tous les ans. C'est l'Europe. On a ce dossier devant nous. Eh bien, imaginez qu'on utilise 60 milliards par an à accompagner les agriculteurs pour sortir de l'agriculture la pire. Eh bien, ça serait quand même la meilleure des nouvelles. Donc, on arrive à peu près au milieu de notre débat. Donc, on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'écologie et la science. Alors maintenant, on va lancer un sondage donc pour notre public, donc une question sondage qui s'affiche à l'écran. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, sur vos téléphones, si vous voulez bien entrer le code, puis répondre à la question. Et au fur et à mesure de ce débat, vous pourrez répondre et on aura les résultats à la fin. Ah, on connaît pas moi, je ne connais pas la question, c'est ça l'idée. La question qui est... On ne la connaît pas non plus. Ah bon? Qui s'affiche ici ou qui s'affiche que sur les téléphones? Qui s'affiche ici. Ça sera la surprise à la fin du débat. Alors, on va passer au petit jeu des mardis. Donc, je vous rappelle le principe, des questions plus légères, des réponses du tac au tac avant de passer à la suite du débat. Donc, première question. Si vous aviez le choix entre ces alter-ego écologistes, est-ce que vous choisiriez Laurent Alexandre, anti-effondrement, anti-Greta Thunberg, et à la fois quasi christique dans le progrès notre sauveur. Jean-Marc Jancovici, spécialiste de l'énergie et ardent défenseur du nucléaire. Alexandria Ocasio-Cortez, jeune politicienne démocrate américaine défendant un Green New Deal qui est peu finançable. Il coûterait entre 51 et 93 000 milliards de dollars pour les 10 ans à venir, soit 600 000 $ par foyer. Ou Fred Vargas, dont on a déjà parlé, collapsologue, qui annonce la bagatelle de 4 milliards de morts d'ici 2050. Eh bien, je prends quand même Alexandria. C'est une femme américaine remarquable, fait partie de cette génération des élus démocrates qui sont en train de bousculer le Parti démocrate et qui lui redonnent un peu de cœur. Parce que franchement, les démocrates ne gagneront pas aux États-Unis simplement en cassant Donald Trump, parce que ça, le pire pourrait survenir encore dans quelques mois. Alors, deuxième question. C'est votre jour de chance, le génie des mardis de l'ESSEC a décidé d'exaucer un de vos souhaits les plus chers. Alors, vous avez le choix entre rendre les climato-sceptiques muets, enfin. À chaque fois qu'ils veulent s'exprimer, des extraits du dernier rapport du GIEC sortent de leurs lèvres à la place.
Persuader Bernard Arnault d'investir l'ensemble de sa fortune dans la transition écologique, ou bien arrêter les incendies en Australie et sauver les bébés koalas, puisque c'est l'urgence du moment. Je vais choisir l'Australie parce qu'il y a déjà 1,5 milliard d'animaux qui ont disparu. Ce sont des espèces souvent endogènes qui n'existent qu'en Australie. Mais vous savez, sur la question des climato-sceptiques, on parlait tout à l'heure de Laurent Alexandre. Et je crois qu'il y a eu une étude il n'y a pas longtemps qui montrait que les climato-sceptiques, qui représentent une partie infime des scientifiques, arrivent parfois à avoir 30-40% de l'audience médiatique. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité à faire en sorte qu'on ne parle plus de savoir si le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine, mais qu'on agisse. Parce que leur seul objectif, il est simple, c'est qu'on débatte de savoir si le climat est d'origine anthropique ou pas, parce que pendant qu'on débatte ça, on continue à brûler du charbon. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir Scott Morrison en Australie nous expliquer que le charbon, c'est quand même la panacée pour l'Australie. Donc, troisième question, laissons parler le pessimiste maintenant. À choisir, quel futur dystopique a votre préférence? Est-ce que ce serait une société futuriste où le monde naturel a laissé place à la technologie? Nous ne mangeons que des OGM, de la viande clonée. Les animaux disparus sont des répliques robots dans des zoos de nouvelle génération. Est-ce que vous êtes plus pour l'extinction de l'espèce humaine? Oui, l'effondrement s'est produit. Les collapsologues avaient donc raison. Ou alors une troisième guerre mondiale? Les enjeux géopolitiques sur les matières premières, les terres rares et l'énergie auront eu raison des accords de paix. Vous êtes obligé de choisir. Je suis obligé d'en choisir un? Pas de langue de bois ici. Je veux pas une troisième guerre mondiale. Je veux pas la disparition de l'espèce humaine. Bouffer des graines et des petites pilules, c'est soleil vert, non? Pourtant, l'image, elle est pas mal, là. Alors, je sais pas si vous avez la même. Moi, j'aime bien. C'est très végétalisé. C'est plutôt sympa. Ça me ressemble pas à un truc ultra technologique. Mais bon, donc je prends la première image. Et pour finir, une petite question de philosophie. En cas d'effondrement, avec qui vous alliez-vous pour survivre? Sénèque, parce qu'il n'y a plus qu'à prendre tout ça avec stoïcisme. Rousseau, vous pourrez vous complaire à deux dans ce retour inespéré à l'âge d'or du bon sauvage et vous gaver de myrtilles radioactives. Hobbes, pour refonder fissa la société, objectif sorti de l'état de nature et de la guerre de tous contre tous, et tant pis pour nos libertés individuelles. Et enfin, Nietzsche, parce que les forts, pour survivre, n'ont que faire de la morale des faibles. Oh la vache! C'est la partie la plus difficile du débat. Écoutez, je vais prendre Rousseau. Il n'a pas toujours été très bien avec ses enfants, ses femmes. Mais vous voyez, en fait, c'est quand même marrant. Vous m'avez posé une question tout à l'heure sur les collapsologues et l'effondrement. Et vous me faites que des images qui vont pas bien. Pourquoi vous ne nous mettez pas des gens qui sont en train de faire des trucs super? En cas de mobilisation, en cas on sauve la planète, qui verriez-vous prix Nobel de la paix? Vous voyez? Entre un paysan bio, quelqu'un qui invente la nouvelle cellule photovoltaïque super, quelqu'un qui refait les quartiers populaires avec de la solidarité et tout ça. Enfin, je sais pas. Vous voyez, vous êtes un peu pessimiste, en fait, je trouve. Non? C'est juste pour le jeu. Ouais, mais quand même. Vous savez, les jeux racontent toujours quelque chose. Hein. Vos choix sont tristes. Donc, après, c'est marrant que vous ne mettiez pas Greta Thunberg, par exemple. Alors, on va passer donc à la partie... Il faut quand même passer à la partie donc, numéro 3 sur l'écologie réaliste. Ouais. Donc là, on va parler quand même de l'énergie, qui est un sujet fondamental. Donc, on va commencer évidemment avec le nucléaire. Donc, vous êtes anti-nucléaire tout au long de votre carrière d'activiste et aussi dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Donc, selon un sondage BVA réalisé l'an dernier, 86% des jeunes Français pensent que le nucléaire participe au changement climatique en rejetant du CO2. Il revient de souligner que l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée qui rejette 4 fois moins que le solaire, par exemple. Donc le mix... Oui. Et c'est Laurent Alexandre qui vous a raconté ça?
Parce que, par exemple, si on prend les panneaux solaires, ils ont des émissions de CO2 qui sont assez importantes. Comment ? Par exemple, avec l'eau qu'utilisent ces panneaux solaires dans les zones arides, qui nécessitent 50% de plus d'eau que les centrales à charbon. Est-ce que vous savez quelle est la part de consommation, d'utilisation de l'eau française par le nucléaire ? Par le nucléaire ? Oui, le nucléaire. Vous savez, il faut le refroidir, sinon ça explose. Oui. Ça a besoin de beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez à peu près la part de l'eau dans la consommation d'eau en France ? Le nucléaire occupe quelle place ? Allez-y. Eh bien, c'est 60% de l'utilisation de l'eau. C'est plus que le photovoltaïque ? Mais en même temps, si on commence à parler de l'eau, on va peut-être parler de l'éolien. L'éolien qui a besoin de terres rares. Et pour extraire ces terres rares, il y a une pollution majeure de l'eau. Ah ouais. Oui, pour 1 tonne de terres rares extraites, on a 200 mètres cubes d'eau qui est polluée avec des métaux lourds. Et en sachant qu'une éolienne a besoin d'environ 200 kg de terres rares pour 1 mégawatt produit, on arrive à des calculs assez importants concernant... Il va falloir qu'on aille travailler un peu vos sources. Hein. C'est les sources, c'est monsieur Tourillon qui a fait des études donc, sur le solaire et aussi le dernier ouvrage, donc La guerre des métaux rares, dont vous avez sûrement entendu parler. Ok. Bon, si on se réfère au nucléaire, donc avec le mix énergétique français, donc électrique, qui est à 82% décarboné, donc nucléaire et hydroélectrique, est-ce que vous ne pensez pas que l'abandon du nucléaire pour passer au tout renouvelable, aujourd'hui, c'est une utopie qui est coûteuse, donc qui coûte 600 milliards pour l'Allemagne, 120 milliards pour la France, et à l'heure actuelle, aussi peut-être irréalisable en France, notamment du fait que le gouvernement veut passer, par exemple, à 50% de nucléaire, mais veut aussi, dans le même temps, arrêter les centrales à charbon. Est-ce que vous ne pensez pas que cela nous asservirait à l'énergie fossile pour encore de nombreuses années ? Non. Alors, vous avez oublié 2-3 trucs dans le nucléaire. Un, quand on produit de l'énergie, ça pollue. Là, vous avez un point. Produire de l'énergie, ça pollue. Ça pollue plus ou moins, mais ça pollue. Vous avez une éolienne, il y a du métal, il y a effectivement des terres rares. Vous pouvez trouver que c'est moche dans le paysage. L'avantage d'une éolienne, c'est que si elle tombe, au pire, il y a un lapin qui passait par là, qui avait mal pris son envol, et qui meurt du fait de l'éolienne tombée. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a un risque. Une centrale nucléaire, quand ça pète, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être sur votre carte l'ensemble d'une région assez large de la France qui, comme autour de Fukushima, ne sera plus habitable pendant des décennies. Le nucléaire, c'est des déchets qui, pour une industrie qui aujourd'hui a une quarantaine d'années dans notre pays, vont durer des centaines de milliers d'années. Des centaines de milliers d'années. Il y a 100 000 ans, 150 000, on ne savait pas bien qui de Cro-Magnon ou de Néandertal allait gagner. C'est pour vous dire les échelles de temps dont on parle. Et puis surtout, si on croit, comme les Japonais, comme les Russes, comme d'autres, à l'infaillibilité du nucléaire, on peut regarder aujourd'hui l'économie. Un réacteur nucléaire de type EPR aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a pris 10 ans de retard de construction et qu'il a pris 10 milliards de retard d'excédent, de surcoût à sa construction. L'EPR que nous avons dans la Manche, quasiment tous les ans, il prend 1 an de retard et 1 milliard. C'est pas rien quand même, c'est de l'argent public, hein, c'est de l'investissement d'une grande entreprise publique. Il va produire une électricité autour de 120 € le mégawattheure. Un petit peu à côté sur votre carte, au-dessus de Penly, vous avez un appel d'offres qui vient d'être conclu pour faire de l'éolien offshore et on est à 52 € le mégawattheure. Faire des éoliennes, ça crée à peu près 2 à 3 fois plus d'emplois que le nucléaire.
Et donc, ça devient aujourd'hui, même l'éolien offshore, qui n'est pas l'énergie renouvelable la moins chère, c'est moitié moins cher. Donc, en fait, on a deux options. On se donne les moyens de réduire et de sortir progressivement du nucléaire. Pour les écologistes, il faut 20 ans, 25 ans, à peu près le même temps qu'il a fallu pour construire les centrales, et à la fois investir sur les économies d'énergie et investir sur les énergies renouvelables. C'est ce que font beaucoup de pays. Il faut regarder la réalité du monde. En Allemagne, ils sont sortis du nucléaire, ils ont un problème avec le charbon. Bien sûr qu'ils ont un problème avec le charbon. Mais si vous regardez toutes les courbes du mix énergétique allemand, vous avez aujourd'hui la baisse du charbon, la baisse du nucléaire et la montée en puissance des énergies renouvelables. Mais quand vous expliquez sur le nucléaire, quand vous le comparez avec les autres énergies vertes, je peux par exemple prendre le tweet que vous avez écrit hier, donc sur l'intermittence du nucléaire. Donc on voit là le tweet qui s'affiche. Donc il y avait une faute, hein. C'est faux vraiment, c'est pas fait vraiment. Mais oui. Je ne sais pas pourquoi souvent quand on tape, ça transforme le faux en fait. Non, je m'attardais plutôt sur le graphique que vous avez publié. Vous avez remarqué ça? Il y a des trucs, on ne sait pas pourquoi ça se corrige comme ça. Il y a une époque, quand je tapais Parti Socialiste, je tapais PS, ça tombait OS. Donc, je sais pas. Si on s'attarde un peu sur le graphique que vous avez publié, donc, qui est un graphique de novembre 2019, donc le mois de novembre 2019, donc vous avez expliqué dans ce tweet que le nucléaire avait des facteurs de charge, donc c'est-à-dire le rapport entre énergie électrique produite et qui aurait pu être produite si la centrale avait fonctionné tout le temps, qui était inférieur donc, à l'éolien et au solaire. Sauf que, en fait, au mois de novembre 2019, c'est un mois qui est dédié aux réparations et des centrales nucléaires, donc c'est logique qu'elles fonctionnent moins. De plus, si on prend de manière globale, ce facteur de charge, il est de 75% pour le nucléaire, seulement de 24% pour l'éolien et de 14% pour le solaire. Donc là, vous avez tweeté hier quelque chose qui pourrait s'apparenter à une fake news écologique. Ça s'appelle une blague. Ça s'appelle une blague, attention. Parce que, si vous voulez, il faut quand même regarder un peu la façon dont est fait le tweet, si vous voulez. Pourquoi? On a un appareil, on a un parc électronucléaire qui ne va pas bien. Je vous invite à lire les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, ça n'est pas très rassurant. Et donc, on a beaucoup de réacteurs qui sont à l'arrêt. Et comme l'argument ultime du nucléaire, c'est de dire « nous, le nucléaire, ça tourne en permanence, c'est la garantie absolue de l'approvisionnement en électricité », j'ai montré que, y compris avec le nucléaire aujourd'hui, on avait un problème d'approvisionnement et que notre dépendance à un nucléaire vieillissant est aujourd'hui la première menace de blackout dans notre pays. C'est ça la réalité, parce qu'y compris nos centrales nucléaires sont ce qu'on appelle souvent des centrales nucléaires génériques. Beaucoup de réacteurs sont construits de la même façon. Donc si on décèle, comme le fait de plus en plus souvent l'autorité de sûreté nucléaire, une malfonction ou une usure, c'est l'ensemble des réacteurs de la même génération qu'on doit arrêter. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce qu'on dit, les écologistes? On dit, il faut économiser l'énergie. Le logement, c'est 40% de nos consommations d'énergie, c'est 25% de nos émissions. On a une extraordinaire opportunité d'investissement dans la rénovation thermique de nos logements. Aujourd'hui, ce gouvernement a réduit par 2 le budget sur l'isolation des logements, alors qu'il faudrait mettre le paquet là-dessus. Il faudrait mettre le paquet, j'en ai discuté avec la Fédération française du bâtiment pendant des heures, ils sont prêts. Ils sont prêts à rénover 500 000 logements par an. 500 000 logements par an. On a dans notre pays autour de 6 millions de passoires énergétiques. 6 millions de passoires énergétiques, on a près de 8 millions, et ça augmente, de personnes dans notre pays qui se chauffent mal, qui ont froid, qui ont des problèmes de santé parce qu'ils ont des logements aujourd'hui qui potentiellement sont humides, insalubres ou pas assez chauffés. On a les compétences et on a besoin d'emplois.
Investir dans le logement aujourd'hui, c'est créer en 2 ans 120 000 artisans sur tout le territoire. Voilà ce qu'est une politique énergétique. Et puis les énergies renouvelables. Oui, les énergies renouvelables. Quand même, quand on consacrait 2 à 3 fois plus d'emplois, quand aujourd'hui c'est moins cher et que c'est beaucoup moins dangereux et que ça fait tourner plus d'ingénieurs, plus de PME, plus d'entreprises, eh ben je dis que c'est le choix industriel à faire. C'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que fait le Danemark, c'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'est en train de faire l'Autriche, c'est ce qu'ont fait tous les pays. Il y a même plus de solaire aux États-Unis que de charbon aujourd'hui. C'est ça l'avenir. Vous n'allez pas, vous, jeunes, vous dire notre avenir, c'est des centrales nucléaires en attendant que ça explose. Quand le reste, c'est moins cher, ça crée plus d'emplois, ça fait plus bosser les ingénieurs. Et puis franchement, dépendre de l'uranium, c'est dépendre du Niger. C'est sympa l'extraction de l'uranium au Niger. Dépendre du gaz, c'est dépendre de Poutine. Dépendre du pétrole, c'est dépendre de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Alors franchement, s'il y a un projet pour l'Europe, c'est de dépendre de l'eau, du vent, du soleil, de la géothermie, de la mer, de la biomasse, et de ne pas dépendre de tous les dictateurs du monde avec lesquels on finit par être extrêmement complaisant. Mais le fait est, on ne dit pas que le nucléaire est une solution viable à long terme et qu'il ne faut jamais effectuer la transition énergétique vers les énergies renouvelables, mais le fait que, par exemple, la France ait abandonné le projet Astrid, donc projet pour des réacteurs de 4e génération, donc à neutrons rapides, est-ce que vous ne pensez pas que, en même temps, abandonner ce projet du nucléaire où la France était parmi ses leaders, une certaine forme d'État stratège, et en même temps éviter le charbon, est-ce que vous ne pensez vraiment pas comment on peut assurer cette transition sans, comme vous dites, dépendre des autres pays ? On va obligatoirement dépendre des autres pays pendant un certain nombre d'années. Pourquoi vous voulez dépendre des pays ? Combien il y a de centrales charbon dans notre pays ? C'est quelle part de l'électricité ? C'est que dalle, c'est 2%. Mais si on arrête le nucléaire en même temps ? Mais non, mais la question c'est, je vous l'ai dit, on réduit nos consommations d'énergie et on installe du nucléaire. La consommation d'électricité, du renouvelable, la consommation d'électricité dans notre pays en Europe, contrairement à ce qu'on peut spontanément imaginer, parce qu'on branche tous nos smartphones, nos machins, tout ça, la consommation d'électricité, c'est ça. Potentiellement, même maintenant, un peu ça. Pas comme ça, là, un peu. Si on réduit nos consommations d'énergie, et si on pousse sur les énergies renouvelables, il se passe quoi ? Eh bien, il faut réduire le nucléaire. Il faut faire un choix. Pourquoi dans notre pays, on ne respecte pas nos obligations européennes en matière d'énergie renouvelable ? On devrait faire 23% en 2020, on va arriver à 17%. Parce qu'on est obsédé par notre affaire de nucléaire. Vous avez Siemens, General Electric, EDF Énergie Renouvelable, qui ont le pied à l'étrier pour nous installer des parcs éoliens offshore partout. Vous savez combien d'éoliennes offshore on a installées dans notre pays ? Il y en a une connectée à l'expérimentale, avec l'école centrale de Nantes. C'est génial ce qu'ils ont fait. Une expérimentée. Il y en a 4500 en Europe. 4500 en Europe, on a le 2e potentiel maritime en éolien et on en a une installée. Est-ce qu'à un moment donné, on va regarder l'économie telle qu'elle fonctionne ? Vous êtes les secs. Moi, ça me fascine. Donnez-moi un investisseur privé dans le nucléaire. Donnez-moi un. Un type qui a de l'argent, qui dit « moi, je mets de l'argent dans le nucléaire ». Eh bien, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas ? Parce que ça ne marche pas. C'est en faillite. Mais EDF, on y tient EDF. C'est le service public de l'énergie. 37 milliards de dettes. Un mur d'investissement de plus de 100 milliards. Des démantèlements qui ne sont pas provisionnés. Ils sont en train de faire, et même le directeur financier d'EDF, M. Picmal, avait démissionné à cause des projets de réacteurs nucléaires EPR à Hinkley Point en Grande-Bretagne. Vous savez combien on garantit pendant 35 ans ? Plus de 120 € le mégawatt à la vente. Les consommateurs britanniques vont payer 2 fois plus cher cette énergie-là parce que c'est du nucléaire. C'est totalement absurde. Mais quand j'en discute avec Pouyanné, quand j'en discute avec Madame Cocher, ils ne veulent pas mettre 1 euro dans le nucléaire. Ils ne veulent pas mettre 1 euro. Ils disent « ça n'est pas un projet, ce n'est pas rationnel économiquement ». Alors s'il y a un truc à l'ESSEC que j'attends, c'est la rationalité économique au moins. Mais cette rationalité,
elle est aussi dans l'observation des conflits géopolitiques, et j'en reviens aux terres rares. Ces terres rares qui sont nécessaires à la fabrication, comme je l'ai rappelé, des pales d'éoliennes, à la fabrication des panneaux solaires. Donc ces terres rares sont produites pour la majeure partie en Chine, en Mongolie intérieure, ou dans la région du Yunnan, avec des mines à ciel ouvert qui polluent de manière massive. Et dans ce cas-là, fabriquer des éoliennes qui ont pour matériau principal ces terres rares qui sont extraites à un prix immense au niveau environnemental. On se rappelle qu'en 1988, la mine de Mountain Pass aux États-Unis a été fermée pour cause environnementale. Dans ce cas-là, comment pouvez-vous répondre à ceux qui expliquent que l'éolien et le solaire ne sont pas si verts que l'on voudrait, dire? Je vous l'ai dit, il n'y a pas une production d'énergie qui ne soit pas polluante. Ça n'existe pas, la production d'énergie propre. La seule énergie qui est propre, c'est celle qu'on ne consomme pas et donc qu'on ne produit pas. Celle-là, elle est propre. Et puis, à partir du moment où vous produisez de l'énergie, il y a des pollutions. Alors, prenons la question des terres rares. C'est passionnant. La Chine, dans les années 80, début des années 90, a décidé de faire un dumping complet sur les terres rares chinoises. Ils ont tué, ils ont inondé le marché mondial, comme ils ont fait après sur les panneaux photovoltaïques et tout ça, à coût de milliards d'argent public. De milliards et de milliards. La plupart des boîtes aux États-Unis et en Europe, elles ont toutes fermé. Et aujourd'hui, effectivement, les Chinois maîtrisent le marché international des terres rares et ils nous tiennent. Ils nous tiennent. Quand je me bats depuis plus de 10 ans au Parlement européen pour qu'on ait enfin une politique industrielle, le vice de forme aujourd'hui de l'Union européenne, c'est son absence de politique industrielle. Nous avons un marché, nous avons une politique de consommateurs, nous n'avons pas de politique industrielle. En Europe, nous avons, pour 15 jours encore, 28 souverainetés industrielles. C'est totalement dingue. On se fait la guerre entre nous quand il faudrait faire la guerre ou résister aux Américains aujourd'hui, aux Chinois, aux Russes et aux autres. C'est totalement dingue. Nous avons besoin d'une politique industrielle, de mettre ensemble nos moyens de recherche pour faire y compris des ruptures technologiques. Et nous avons besoin, comme il y a eu Airbus, d'avoir des géants européens qui nous permettent de peser. Qu'est-ce qu'a raconté Trump? Qu'est-ce qu'a démontré Trump depuis qu'il est là? Pour le pire. Mais qu'est-ce qu'il a démontré? L'économie, c'est de la politique. Depuis des années, les libéraux et ceux qui nous gouvernent, comme des feuilles Excel, nous expliquent que l'économie, ce n'est pas de la politique. C'est juste de l'efficacité. C'est des chiffres, on ne comprend rien, et à la fin, il y a moins d'entreprises, et on abandonne les classes populaires ici pour aller les exploiter en Asie. C'est ça qu'on nous explique. Ça, c'est la rationalité économique. Ce qu'a expliqué Trump, c'est l'économie, c'est de la politique. Eh bien, c'est ce que doit faire l'Europe. Elle doit se dire, est-ce que je dois dépendre pour approvisionner une bonne partie de mes médicaments aujourd'hui pour nos hôpitaux depuis la Chine? Est-ce que je dois dépendre pour les terres rares? Est-ce que Huawei, ça doit être l'entreprise qui nous fournit la 5G en Europe? C'est des sujets essentiels dont vous, j'espère, j'imagine, que dont vous vous emparez. Parce que Huawei, ce n'est pas simplement des tuyaux, vous le savez. Quand Huawei aura le contrôle de l'ensemble de notre 5G en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Ils pourront massacrer les Ouïghours par millions. Plus personne ne bougera. On ne bouge déjà plus. Quand Poutine il secoue la Crimée, le Donbass, ou il bombarde Idlib, on ne bouge plus parce qu'on est tenu par le gaz. À un moment donné, une politique industrielle, c'est avoir des chercheurs, c'est être capable d'innover, c'est avoir des entreprises, c'est avoir des industries. Et dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas dépendre du reste du monde. Ça n'existe pas. Il faut échanger avec le reste du monde. Moi, je ne suis pas pour l'indépendance, l'autarcie, le repli. Mais sur des secteurs stratégiques, on fait comme les autres. C'est essentiel d'avoir une sidérurgie. C'est essentiel d'avoir une recherche. C'est essentiel d'avoir des énergies renouvelables, d'avoir des composants et d'avoir les moyens de chercher les substituts ou les systèmes de recyclage des terres rares.
Mais après, politique industrielle ou pas, est-ce qu'on a de quoi le faire? Parce qu'on a des rapports qui sont souvent assez pessimistes sur les quantités disponibles de terres rares en l'état actuel des technologies. Je pense typiquement au rapport de l'ADEME qui était sorti en 2016, qui disait que si les technologies n'évoluaient pas d'ici quelques dizaines d'années, les terres rares, en fait, on était plutôt dans un scénario de pénurie. Comment on fait des ENR si on est dans ce scénario-là? Parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est en telle effervescence en matière d'innovation que vous verrez, le problème ne se posera pas. Vous savez, il y a y compris un certain nombre d'écologistes qui disaient c'est le peak oil, c'est le pic du pétrole, ça va se retourner, on ne pourra plus se balader en avion. Je veux dire, ils ont été chercher les sables bitumineux, ils vont aller chercher sous l'Arctique, ce n'est pas le sujet. On n'est pas passé à l'âge de fer parce qu'il n'y a plus de pierre. Le sujet, c'est quels sont les outils et les politiques industrielles de recherche qu'on met en place pour se passer de ça. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous regardez sur le photovoltaïque, on va bientôt arriver au coût marginal zéro sur le photovoltaïque. C'est le service qui va coûter. Ça n'est quasiment plus la production des panneaux. Vous avez en 10 ans, vous savez, moi j'étais au sommet de Copenhague en 2009. C'était le premier très grand sommet sur le climat. Il y avait Barack Obama qui venait d'avoir le prix Nobel, Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel, tout le monde allait sauver le climat. Mais il y a 10 ans seulement, c'était quoi le discours, y compris des écologistes? Il y a la science qui dit qu'il va y avoir un dérèglement climatique et c'est pour les générations futures. Le dérèglement climatique aujourd'hui, c'est évidemment de la science, mais c'est la télé. C'est ce qui se passe en Indonésie, c'est ce qui se passe en Amazonie, c'est ce qui se passe en Australie, c'est nos canicules. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, le dérèglement climatique nous a rattrapés. Mais il y a 10 ans, le photovoltaïque, il coûtait 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. On a baissé par 10 le coût du photovoltaïque. Et les cellules ont un rendement bien supérieur. Vous verrez que dans quelques années, on arrivera à stocker l'électricité comme on ne l'imaginait pas. Ça va tellement vite dans ces secteurs-là. Et ayez le rêve et la rationalité d'être optimiste de ce point de vue-là. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le coût est en train tellement de baisser sur ces énergies renouvelables que la capacité, l'incitation à l'innovation technologique, pour éviter, y compris les saloperies qu'il y a dedans, elle est extrêmement forte. Alors merci pour ces réponses. On va passer à la dernière partie de ce débat qui est plus politique et qui concerne les ambitions de mais on a fait de la politique jusqu'à maintenant. Hein. Qui est plus politique électorale. Politicien, peut-être. Politique politicienne. Et du coup, on va parler des ambitions d'Europe Écologie Les Verts, notamment pour les municipales à venir. Alors déjà, on voudrait évoquer l'actualité la plus récente du parti, donc l'élection de Julien Bayou fin novembre au poste de secrétaire général du parti, qui se déclare lui-même de la désobéissance et du radical, donc une ligne assez à gauche qui ne correspond pas forcément à tout le parti qui va de centre-gauche divers droit à une gauche beaucoup plus radicale. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette position du nouveau secrétaire général soit un frein pour rassembler, surtout chez des populations qui parfois se sentent concernées par l'écologie, mais pas par sa mouvance la plus à gauche et la plus radicale? Non. Il faut toujours faire attention. Mais non. Julien, et vous savez, moi j'étais à Greenpeace, hein, j'ai fait de la désobéissance civile. C'est un moyen d'action à un moment donné, quand l'urgence est là, qu'il y a une légitimité et qu'il n'y a pas forcément de légalité. C'est parce qu'il y a de la désobéissance civile qu'il n'y a pas d'OGM dans notre pays, comme vous le souhaitiez, comme moi. Julien a une responsabilité très forte aujourd'hui. Et finalement, c'est d'être le dernier secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ? Parce que l'urgence est telle aujourd'hui, qu'elle soit sociale, écologique et démocratique, qu'il nous faut
trouver les moyens de mobiliser la société, de la fédérer autour du projet de l'écologie. Beaucoup, vous savez, moi je rencontre aussi beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises polluantes, mais tout est en train de changer en fait. Je ne vous dis pas que toutes ces entreprises sont en train de changer à la vitesse où il faudrait changer. Mais le secteur économique de la transition écologique est en train, c'est le secteur qui est en plus forte croissance, y compris en termes d'emploi. Vous avez des entreprises qui sont en train de changer. Je faisais un débat il n'y a pas très longtemps avec Isabelle Kocher et sur Engie. C'est pas parfait Engie, hein. Il y a encore Nord Stream avec les Russes, mais elle a cette volonté de faire évoluer son entreprise vers notamment l'efficacité énergétique et puis les énergies renouvelables. Mais quels que soient aujourd'hui les responsables, ils ont tous une Greta Thunberg à la maison en vrai. Ils ont tous une jeune ou un jeune, un enfant qui leur dit franchement, t'es sûr que c'est ça la planète que tu vas me laisser ? Ok, tu me laisses un bagage culturel, tu me laisses un bagage économique, mais si la planète n'est pas vivable, je veux dire, même le débat sur les retraites, à un moment donné, il est lunaire si on n'agit pas sur le climat et sur la biodiversité. Et Julien a conscience de ça. Il sait qu'aujourd'hui, l'écologie, elle doit être ouverte, très ouverte, y compris à des personnes qui, évidemment, n'ont pas pensé comme nous le jour d'avant ou l'année d'avant. Et que nous devons être en capacité, encore une fois, autour d'un projet positif, autour d'un projet d'innovation, de rassembler très largement, mais dans quelque chose qui sera probablement plus Europe Écologie Les Verts, mais qui sera quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus puissant et qui a vocation à gagner. Vous dites donc vouloir rassembler encore plus large. Je vais parler d'un sujet qui a provoqué certaines dissensions au sein notamment de votre parti, qui était la marche contre l'islamophobie, donc qui a pu être l'illustration des dissensions au sein de la gauche, plus généralement, mais aussi a pu remettre en question l'ambiguïté de certaines positions d'Europe Écologie Les Verts, notamment sur les sujets de laïcité, donc sujet où il peut paraître que vous n'êtes pas assez clair. On se rappelle notamment de la polémique Esther Benbassa, donc, avec son étoile juive, qui après a déclaré ne pas avoir vu cette étoile qui pouvait rappeler un parallèle entre le sort des Juifs en 1945 et le sort des musulmans actuellement. Vous avez signé, avec M. Cormand aussi, à l'appel à manifester contre les lois liberticides. En signant cet appel, vous avez donc apposé vos signatures aussi à côté de personnes moins fréquentables, comme des imams salafistes. Donc, prenons l'exemple de Nader Abou Anas, qui a pris position pour le viol conjugal, ou Rachid El Jaï, qui explique qu'il ne faut pas faire écouter de la musique aux enfants car ils pourraient se transformer en singes ou en porcs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir participé à cette marche ne reflète pas l'ambiguïté de vos positions, notamment sur des sujets de laïcité, sujets peu abordés encore aujourd'hui par EELV ? Je ne crois pas. Vous savez, il y a eu, toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, un certain nombre de discours, un certain nombre d'actes. Et puis, il y a eu l'attentat à Bayonne. Vous vous souvenez ? Malheureusement, et je trouve que c'était une faute, le président de la République, à ce moment-là, n'a pas appelé suffisamment à la solidarité autour d'une partie de la communauté nationale. Et il s'est trouvé que plusieurs pétitions étaient lancées à ce moment-là, dont une par la Ligue des droits de l'homme, j'allais dire les associations qui habituellement montent ce type de pétition. Et puis, il y a eu cette pétition. Alors, il faut savoir comment ça se lit, une pétition comme ça. Les personnes que vous avez indiquées n'étaient pas signataires dans ce truc. Même le CICF, le CCIF n'était pas signataire. Il était, quand vous relisiez les signataires, il y avait, j'allais dire, les usual suspects de la pétition. On en signe probablement beaucoup trop, mais voilà. Et pour ma part, vous le savez,
j'ai clairement indiqué, certains d'entre nous ont compris que les lois liberticides dont on parlait, c'était la loi qui venait de passer au Sénat pour interdire l'accompagnement par des femmes qui portent un foulard. Mais moi, j'ai toujours dit effectivement qu'il n'y avait pas de loi islamophobe dans notre pays. Mais sur tous ces sujets-là, là où vous avez raison, c'est que ce qui fait cohésion nationale, ce qui doit faire cohésion nationale, c'est la laïcité, toute la laïcité. Ça veut dire que nous devons combattre toute velléité religieuse d'intervenir dans le choix et le fonctionnement de nos institutions publiques, dans le fonctionnement de la République, comme d'imposer le fait religieux sur le fait politique. Ces tendances, malheureusement, du fait aussi de l'absence de projets partagés qui favorisent tous les communautarismes et tous les replis sur les repères connus, et dont les repères religieux, ça se passe partout. En France, il y a incontestablement des associations religieuses musulmanes qui instrumentalisent cette religion et qui veulent imposer le fait religieux à la République. En Pologne, ce sont les catholiques. Aux États-Unis, ce sont les évangélistes. Au Brésil, c'est encore d'autres. Nous devons être extrêmement soucieux de deux choses. Un, rassurer la communauté musulmane de notre pays, qu'elle est bien partie à la communauté nationale. Et combattre toute association, tout groupe religieux qui voudrait casser nos sociétés aujourd'hui sécularisées. Et donc, on a tous à faire extrêmement attention. La façon dont s'est organisée cette pétition, j'ai eu l'occasion de le dire, n'était pas une bonne façon d'indiquer, d'afficher sans aucune ambiguïté notre soutien à la communauté musulmane touchée à ce moment-là par un attentat et par un racisme anti-musulman. Et on doit faire extrêmement attention. Vous savez, notre société ne va pas bien, elle se divise. Je l'ai dit, il y a cette crise d'avenir qui nous fait du mal à tous. Il y a ces fractures territoriales, ces fractures sociales, cette montée des inégalités, cette inquiétude partout, le terrorisme évidemment. Et nous devons à la fois tout faire pour combattre évidemment le terrorisme, tout faire pour combattre les communautarismes et tout faire pour qu'une personne qui croit dans notre pays, qui croit en Dieu, qui a une religion, puisse la vivre pleinement dans l'esprit de la République. Alors nous terminons ce débat sur ce message de solidarité. Merci M. Jadot d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pour commencer, on va avoir la réponse à notre petit sondage. On ne connaît pas la question. On va avoir la question et la réponse. Ah. On choisit la question. Donc, l'écologie sera-t-elle l'enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle? Nous avons donc un oui à 60% et le non à 34%. Je ne sais pas à 5%. Donc si vous voulez commenter cette C'est pas mal réponse, ça. Je vais peut-être y réfléchir à cette élection présidentielle finalement. Si vous voulez faire le scoop, n'hésitez pas surtout. C'est une blague. Il faut bien faire une blague en fin de soirée. Mais vous savez, quand on voit, juste plus sérieusement, quand on voit toutes les enquêtes d'opinion, pourquoi est-ce que l'écologie aujourd'hui est en train de monter? Elle ne monte pas simplement parce qu'il y a la réalité de la dégradation environnementale. Évidemment, on est percuté, on la voit tous les jours à la télé, on la voit à côté de chez nous, on voit la pollution de l'air, on voit les gamins qui toussent. Évidemment, tout ça nous touche profondément. Mais je crois que petit à petit, l'idée que l'écologie peut être... Vous savez, l'écologie, ça a toujours été une protection. On protège la planète, on protège le climat, on protège les hommes, les femmes, on protège la santé, on protège le vivant. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une projection. C'est-à-dire que c'est à la fois cette idée, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'offre une projection dans le temps,
on s'offre un avenir qui peut être bienveillant, mais c'est aussi une projection dans l'espace. C'est à la fois faire de nouveau communauté humaine, et on peut être fasciste et détester le type qui habite dans la rue d'en face ou dans le pays d'à côté. La réalité, c'est que quand vous êtes sur votre smartphone ou à la télé, le monde d'en face, il existe. Il continue à exister. Et donc, c'est à la fois faire communauté humaine, et puis, c'est retrouver la maîtrise de sa vie à l'échelle de son lieu de vie. On parlait tout à l'heure, et on n'a pas beaucoup parlé des municipales. Mais les municipales, c'est quoi l'enjeu? C'est la vie quotidienne dans le lieu de vie. C'est se déplacer, c'est se loger, c'est se manger, c'est se cultiver, se soigner, s'éduquer. C'est voir s'il y a de l'emploi local ou pas. C'est voir s'il y a des services publics accessibles ou pas. C'est voir s'il y a des entreprises ou pas. Et finalement, l'écologie, c'est la perspective extraordinaire de retrouver la maîtrise de sa vie. Et de retrouver la maîtrise de sa vie dans un projet de solidarité, de bienveillance, d'espérance. Et franchement, on en a sacrément besoin. Merci de votre accueil. Non, c'est pas fini, pardon, je pensais que c'était fini. Donc on va je tentais le dernier mot un peu. On va juste donner la parole à notre partenaire, donc le journal La Tribune, pour sa traditionnelle question, donc qui va s'afficher. Un petit message. Bonsoir Yannick Jadot, bonsoir à tous les étudiants de l'ESSEC. Tout d'abord, nos meilleurs vœux au nom de La Tribune, comme partenaire des Mardis de l'ESSEC. Et ensuite, ma question, donc la question de La Tribune, Yannick Jadot, la finance, aujourd'hui, est beaucoup décriée, notamment par les mouvements écologistes, comme l'un des responsables du réchauffement climatique, parce qu'elle ne prend pas suffisamment la mesure des questions de décarbonation, de financement de l'économie fossile. Est-ce que néanmoins, pourtant, on ne pourrait pas penser que la finance prend aujourd'hui plutôt de plus en plus de mesures allant dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique? Je prends l'exemple d'AXA, par exemple, qui a décidé de ne plus financer le charbon, mais beaucoup de banques et de grandes institutions financières vont dans le même sens. La loi Pacte, votée par Bruno Le Maire également, préconise des investissements verts, des financements d'obligations et de green bonds. Donc est-ce que la finance ne pourrait pas devenir la meilleure amie de la lutte contre le changement climatique? Merci et bonne soirée. Merci. La finance aujourd'hui, selon les écologistes, le début du propos c'était est-ce qu'on n'est pas trop contre la finance? Je pense qu'aujourd'hui, la finance occupe une place dans nos sociétés, dans l'économie, qui est beaucoup trop importante. Elle tourne pour elle-même plus que pour l'économie, et je pense qu'une partie de la finance aujourd'hui est prédatrice pour la création d'entreprises, pour les entreprises, parce qu'au fond, elle impose des critères qui ne correspondent pas à l'investissement productif parfois, qui ne correspondent pas au minimum de respect des droits. Là où c'est vrai, c'est qu'une partie de la finance évolue. Vous avez beaucoup ce qu'on appelle le désinvestissement, c'est-à-dire la sortie d'un certain nombre de fonds, y compris des fonds souverains comme le fonds norvégien et d'autres, de l'investissement dans les énergies fossiles. Mais malheureusement, l'investissement dans les énergies fossiles atteint encore plus de, je ne sais plus combien, par an, en tout cas on n'est pas loin de 600 à 700 milliards d'investissements dans les énergies fossiles par an. C'est absolument considérable au regard d'un principe qui aujourd'hui, si on veut arriver à réduire la température ou à limiter la température de réchauffement à 2 degrés, il faut simplement laisser 80% de l'énergie fossile dans le sol. Le problème, c'est que cette énergie fossile dans le sol, quand elle est répertoriée par une compagnie pétrolière, elle est valorisée sur les marchés. Et aujourd'hui, on valorise à peu près ces 80% qu'il faudrait laisser dans le sol à 30 000 milliards de dollars. Donc, c'est un manque à gagner pour un certain nombre d'acteurs, incontestablement. Mais quand vous écoutez le patron de la Banque d'Angleterre, par exemple, qui dit à quel point, en fait, on est en train de partir dans une bulle carbone qui met en danger les acteurs économiques.
Et ce qu'il faudrait, c'est au-delà des démarches volontaires d'un certain nombre de groupes, tant mieux, mais ça ne va pas assez vite. Il faudrait que ce qu'on appelle les critères de Bâle sur le prudentiel des institutions financières, notamment des banques, soit comme la fiscalité, soit sacrément malucé et bonusé en fonction des investissements. Il n'est pas normal que les banques françaises, par exemple, continuent à plus prêter sur les énergies fossiles que sur les énergies renouvelables. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. On va à présent passer aux questions du public. Donc, comme toujours, on vous remercie à l'avance de bien vouloir vous lever, vous présenter et poser une question unique et concise. Merci et bonsoir. Je suis étudiant à l'ESSEC. Ma question, c'était, du coup, parce que vous en avez beaucoup parlé de mobilisation, comment est-ce que vous comptez mobiliser finalement la population, sachant surtout que les efforts à court terme ne sont pas forcément visibles, puisqu'en termes d'émissions, par exemple, le CO2 déjà produit va rester dans l'atmosphère. Donc comment comptez-vous faire? Et juste une petite remarque sur Fred Vargas. Il me semble qu'elle avait bien parlé d'une hausse des températures de 4 degrés à l'échelle planétaire, mais que c'était à l'échelle continentale que ça serait de plus 10 degrés, et auquel cas, elle a plutôt raison. Merci. Alors c'est vrai que, par exemple en Arctique, le réchauffement climatique, il est double de la température moyenne. Et en Europe, de l'Ouest, on doit être à 1,7, 1,8. Donc effectivement, une température moyenne, ce n'est pas le réchauffement partout, identique. Sur la mobilisation, ce qu'on constate finalement à travers les enquêtes, et on le voit sur le terrain, c'est que le problème aujourd'hui ne vient pas tant de la société et des citoyens. Ils sont prêts à agir à partir du moment où on leur donne les moyens et à partir du moment où ça n'est pas punitif. Quand quelqu'un doit faire 40 km par jour pour aller bosser, si on taxe le carburant du point de vue de son composant carbone, par exemple, sans compenser, c'est pas comme ça qu'on va créer de l'adhésion. On crée là de la punition sociale et c'est inacceptable. Pour réussir, il va falloir à la fois effectivement mobiliser et puis redistribuer les efforts au regard des capacités, des moyens. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est moins les citoyens que les politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques publiques sont en retard. Elles sont en retard sur la question des pesticides, en retard sur la question du plastique, en retard sur la question des déchets, en retard sur la question de l'économie circulaire. On a là un tel potentiel, encore une fois, de création d'emplois. Vous savez, moi j'ai mes collègues en Suède, au gouvernement, ils ont obtenu le fait qu'on baisse la TVA sur la réparation pour les artisans à 5%. Ben, ça a boosté la réparation. Enfin, c'est même plus de l'écologie, c'est du bon sens. Aujourd'hui, vous avez un poste télé qui ne fonctionne plus, vous le balancez chez Darty ou ailleurs, et vous en occupez plus, vous ne le réparez pas. Alors que vous avez à la fois potentiellement de la réparation, parce que dans la plupart des cas, il est réparable, et tout va bien. Et vous avez fait travailler quelqu'un et vous n'avez pas besoin d'un nouveau téléviseur. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a là aujourd'hui des politiques publiques qui, je l'ai dit tout à l'heure, fonctionnent encore sur l'idée que l'écologie, c'est une contrainte, fonctionnent encore sur l'idée que finalement, on peut tirer encore le vieux système un peu plus longtemps, alors qu'il y a d'incroyables opportunités économiques, sociales, démocratiques et de territoires autour de la transition écologique. Mais pour ça, visiblement, il va falloir que les écologistes gagnent les élections. À nous d'être meilleurs pour gagner. Si quelqu'un a une autre question. Je vais formuler ma question. Ah, ça marche. Ma question porte sur le nucléaire contre les renouvelables. Le débat, il est compliqué de notre point de vue à saisir, puisque les positions sont souvent un petit peu extrêmes. Est-ce que vous pourriez du coup nous partager quelques sources, quelques références qui ont contribué à forger votre position au nucléaire et du coup, à contrario, votre soutien aux renouvelables? Donc quelques rapports célèbres ou, voilà, que vous souhaiteriez nous partager. Merci beaucoup. Alors juste pour votre information, chez les écologistes, quand on
parle, c'est une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme. C'est ce qu'on appelle la fermeture éclair. On s'assure que les interventions sont toujours paritaires. Alors, comment j'ai forgé aujourd'hui, ce qui est passionnant, en fait, c'est que longtemps, la littérature sur le nucléaire était une littérature, j'allais dire, de rébellion, tellement l'information était difficile à trouver. Donc, c'était des groupes comme WISE, W-I-S-E, qui sont un groupe d'experts sur le nucléaire. Mais aujourd'hui, sur les enjeux de sûreté, de sécurité, vous lisez l'autorité de sûreté nucléaire, c'est génial. Vous lisez les bouquins qui sont sortis, le journaliste du Parisien, dont le nom là subitement m'échappe, mais qui a fait un très bon bouquin sur le nucléaire. Il est sorti il y a 6 mois. Vous lisez les rapports de la Cour des comptes. En fait, aujourd'hui, le nucléaire est sorti, au fond, de sa confidentialité. Et finalement, les rapports publics ne sont pas mauvais. Au-delà des rapports d'experts ou de militants sur la question du nucléaire, finalement, vous regardez, vous suivez quelqu'un comme Paul Naud sur Twitter, vous regardez Negawatt, qui est un groupe d'experts qui travaille sur la transition énergétique, qui fait d'excellents rapports, qui ne sont pas contestés d'ailleurs. Et vous savez ce qui était passionnant quand il y a eu la loi de transition énergétique en 2015, cette loi que ce gouvernement a décidé simplement de reporter de 10 ans. Voilà, ça va être simple, on va reporter de 10 ans, mais on prend l'engagement que dans 10 ans, ça se fera. Bon, ils ne seront plus là, ça coûte pas cher. C'était un incroyable débat dans notre pays, en fait. Que ce soit dans le processus de débat public, il y avait tous les experts, ils ont confronté tous les scénarios, que ce soit les scénarios de Negawatt, de l'ADEME, de RTE, d'EDF. Il y a eu un incroyable boulot qui a été fait. Il y a eu du débat dans tout le pays. Les pour, les contre. Et puis, il n'y a pas que la question du nucléaire en matière d'énergie. Vous savez que l'électricité, c'est 20% de notre énergie, tout le reste. Et puis, à un moment donné, il y a eu un débat à l'Assemblée. Les co-rapporteurs, c'était François Brottes, qui est aujourd'hui patron de RTE, on peut qualifier de pro-nucléaire, ça ne le vexerait pas, et il a signé la loi. Et puis, d'un seul coup, ce gouvernement est arrivé, il a dit en fait, ce ne serait pas sérieux de le faire, on reporte de 10 ans. Vous savez, là, c'est sur la question de l'énergie, mais la construction, la confiance dans les institutions, elle se fait aussi sur le respect. Elle se fait aussi sur le respect de la parole publique. Elle se fait sur le respect de l'expertise. Quand il y a eu la taxe carbone, Nicolas Sarkozy avait monté un comité avec Michel Rocard et plein d'experts. Ils avaient dit, si vous voulez bien mettre en place la taxe carbone, voilà à quel niveau il faut le faire et voilà quelle compensation sociale il faut le faire. Pas un gouvernement depuis ne l'a fait. Tous les experts, tous les groupes d'experts ont dit faites la compensation sociale, sinon ça ne passera jamais. Pas un gouvernement l'a fait. Ils ont voulu faire du rendement fiscal. Ils se sont dit tiens, on peut taxer un peu plus là, très bien, on remplit les caisses de l'État. Et bien vous avez après la goutte d'eau qui révèle le mouvement des gilets jaunes, de l'abandon des services publics dans beaucoup de régions. Donc, si on veut construire de la confiance dans la politique, il faut qu'à un moment donné, quand le pays s'est mobilisé, il faut que la parole soit tenue. Voilà, le grand débat, 500 000 contributions, le fameux grand débat qu'on a eu, 500 000 contributions sur l'environnement. Vous avez déjà lu le rapport, quelque part ? 50 000 contributions, là, ces dernières semaines, sur le décret sur les pesticides à proximité des maisons. Ils ont décidé le décret avant le rapport de l'ANSES pour anticiper et faire ce que demande l'agrochimie, et ils n'ont pas publié la synthèse des 50 000 contributions. Tant qu'on aura un débat public de cette médiocrité, on construira de la défiance.
Oui, bonsoir. Marc Denis, vice-président ELV de l'agglo de Cergy-Pontoise. Juste en complément, 2-3 éléments en plus, en complément de ce que Yannick a pu dire et qu'il aurait très bien pu dire. La part du nucléaire dans la production énergétique mondiale ou dans la consommation énergétique mondiale, c'est 2 à 3% au niveau mondial. Donc ça pose quand même quelque part une question. Est-ce que le nucléaire demain peut être une solution? Je vous laisse y réfléchir, mais vous voyez bien que ce n'est quand même qu'une broutille au niveau mondial. La démultiplication du nucléaire au niveau mondial ne serait pas sans problème. Multiplication des risques technologiques, mais aussi risque de prolifération. Je vous renvoie à des éléments d'actualité dont on pourrait parler, Yannick pourrait revenir sur le conflit iranien, etc. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur le démantèlement. Quelqu'un parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui vous a motivé dans votre positionnement antinucléaire. Le coût de démantèlement va être faramineux. Aujourd'hui, on estime que le coût de démantèlement des réacteurs, ce sera de l'ordre de 30% du coût de construction d'un réacteur. C'est la première fois qu'un pays aura mis en place un système énergétique dont le coût de renouvellement sera quasiment, on va dire, du même ordre de grandeur que son coût de démantèlement sera du même coût que son coût de remplacement. Et puis ce démantèlement, juste au passage, on nous dit vous voulez arrêter le nucléaire, mais vous allez devoir payer le démantèlement. Mais qu'on l'arrête aujourd'hui ou qu'on l'arrête dans 10 ans, de toute façon, on a le coût du démantèlement à assumer. Dernier point, comme ça très rapidement aussi, quelqu'un parlait tout à l'heure des terres rares. C'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent sortir, mais il y en a de moins en moins qui sont utilisés dans la technologie de l'éolien et du solaire. On a aujourd'hui des éoliennes qui sont sans terres rares. La technologie va beaucoup évoluer, Yannick le disait tout à l'heure, mais simplement quand on nous parle de dépendance par rapport aux terres rares, je voudrais simplement aussi rappeler que quand on nous parle de dépendance énergétique avec le nucléaire, pipeau, parce que de toute façon aujourd'hui l'uranium on l'importe à 100%, on n'a plus de réserves en France, sauf les réserves dites stratégiques. Donc on est dans une situation de dépendance totale sur la question du nucléaire. Voilà les 2-3 remarques que je voulais faire en complément de ce que Yannick a dit sur ces questions autour du nucléaire. Voilà. Mais ça c'est mon côté aussi physicien engagé sur les questions du nucléaire. Et je vois des choses passer à certains endroits. Je siège au Conseil supérieur à la prévention des risques techno, je siège dans certaines instances avec la SN. Je peux vous dire qu'on en voit des vertes et des pas mûres de temps en temps sur le sujet. Alors, merci beaucoup. On va devoir arrêter les questions du public ici. Et puis regardez Tchernobyl, la série, elle est géniale. Elle est magnifique cette série, je pense que c'est l'une des meilleures séries de l'année, mais même si on n'est pas anti-nucléaire, hein, c'est une série absolument magnifique. Et quand vous regardez ça, vous dites « Oups ». Alors on va devoir arrêter les questions pour aller voir Tchernobyl ou aller en cafétéria pour le cocktail. Où nous vous rejoignons tout de suite. Merci Monsieur Jadot, encore une fois, pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.